Le golem vert. Chapitre 3. Auberizier allait dans les rues en proie à une furieuse agitation, dont il était impuissant à déceler les causes. En passant devant le cirque dans lequel se produisait la troupe du Zoulou Istepu, Ziter Arpan n'avait pas pu faire allusion qu'à celle-là. Il se demanda un moment s'il allait assister à la représentation, mais il y renonça tout de suite. Que lui importait qu'un nègre pût faire de la magie? Ce n'était pas la curiosité de voir de l'extraordinaire qui faisait errer ainsi et provoquait en lui cette inquiétude. Quelque chose d'impondérable, d'informe dans l'atmosphère surexcitait son système nerveux. Le même souffle délétère mystérieux qu'il avait parfois pris à la gorge avec tant de force. Même avant son voyage en Hollande, involontairement à ces moments-là, il jouait avec des idées de suicide. Il se demanda d'où cela pouvait bien venir cette fois. Des émigrés juifs qu'il avait vus par une espèce de contagion. Ce doit être la même influence insaisissable qui chasse des fanatiques religieux par le monde, qui m'a poussé à sortir de ma patrie. Seulement des motifs sont indifférents. Déjà longtemps avant la guerre, il avait éprouvé ce sentiment d'oppression, mais il n'avait pas pu par moments le dominer, par le travail ou par les distractions. Il se manifestait sous forme d'une fièvre de voyage, d'une humeur capricieuse, comme un phénomène secondaire d'un mode de vie erroné. Et, plus tard, lorsque l'étendard sanglant commença à se flotter au-dessus de l'Europe, sous forme de pressentiment des événements. Mais pourquoi, maintenant que la guerre était terminée, ce malaise s'aggravait-il de jour en jour, presque jusqu'au désespoir? Et pas seulement chez lui, presque tous ceux-là qui en avaient parlé pouvaient en dire autant d'eux-mêmes. Eux aussi, comme lui, s'étaient consolés en pensant qu'une fois la guerre terminée, la paix reviendrait, aussi dans les cœurs. Mais c'est exactement le contraire qui s'est produit. Le mystère pouvait-il être résolu par la sagesse banale de certaines têtes vides qui a tout pour tout et tout, l'explication la plus facile toute prête, et qui attribuait le frisson et le fièvre de l'humanité au dérangement apporté de son bien-être. La cause était plus profonde. Des fantômes géants, informes et reconnaissables seulement aux ravages qu'ils causaient, des fantômes issus des séances secrètes qui rassemblaient les vieillards ambitieux au cœur froid autour du tapis vert étaient encore emportés des millions de victimes, et selon toute apparence, se reposaient maintenant pour un temps. Et voici que se levait le plus sinistre de tous les fantômes, éveillé depuis longtemps par le souffle de la corruption d'une fausse culture et tapis aux aguets. Sa tête de méduse, j'étais entièrement sorti de l'abîme, ricanant à la face de l'humanité qui s'était figuré qu'un seul tour de roue, en plus, dans le supplice suffirait pour assumer la liberté aux générations futures, et qui continuait indéfiniment à donner ce tour de roue en dépit de la science et des connaissances. Au cours des dernières semaines, Auberizier était manifestement arrivé à se maîtriser son dégoût pour la vie. Il lui était venu l'idée bizarre de vivre en étranger, en ermite, dans une ville qui s'était transformée, pour ainsi dire, du jour au lendemain, en foire internationale. Et il y avait réussi jusque-là à un certain point, mais maintenant l'ancienne lassitude le reprenait à la moindre occasion. Mais plus intense, décuplé le spectacle de l'existence désordonnée et sans but que menait la foule bruyante autour de lui. Comme si jusqu'alors il avait été aveugle, il fut soudain ébranlé jusqu'au tréfonds de lui-même par l'expression des visages grouillants autour de lui. Ce n'était plus comme ceux dont il avait gardé le souvenir. Les visages de gens qui se rendaient au spectacle pour se distraire ou pour oublier les soucis de la journée. On pensait déjà les premiers stigmates d'un incurable déracinement. La simple lutte pour la vie ne creuse pas les sillons et les rides comme cela. Il ne put s'empêcher de penser aux eaux fortes représentant des orgies de peste et des danses du Moyen-Âge, puis à des bandes d'oiseaux qui, à l'appel d'un tremblement de terre, tournaient silencieusement une morne terreur. Les voitures roulaient les unes derrière les autres vers le cirque. Et les gens se précipitaient à l'intérieur avec hâte et fébriles, comme si c'était une question de vie ou de mort.
des dames constellées de brillantes, avec des visages aux traits fins, des baronnes françaises devenues demi-mondaines, des anglaises minces, distinguées, qui appartenaient encore récemment à la meilleure société, accrochées au bras d'un filou aux yeux de rat et une face de hyène, enrichie du jour au lendemain par des coups de bourse, des princesses russes, tremblant de toutes leurs fibres à la suite de nuits blanches et d'une vie agitée. Il n'y avait plus nulle part aucune trace de la nonchalance aristocratique d'autrefois. Tous avaient été balayés par les vagues d'un déluge spirituel, comme le préluge d'une époque proche et redoutable, retentissait par intervalles à l'intérieur, tantôt effrayant, tantôt subitement étouffé par une épaisse tenture, les rugissements prolongés des fauves. L'odeur âcre des bêtes se mêlait à celle des parfums, à l'odeur de viande crue et de sueur de cheval qui venait de la rue. Rappelé à la réalité par le contraste, Auberisier revint devant ses yeux un tableau du passé. Un ours derrière les barreaux d'une cage dans une ménagerie ambulante, attaché à une chaise par la patte gauche qui dansait d'une patte sur l'autre, véritablement incarnation du désespoir, jour après jour, mois après mois, et encore des années plus tard, lorsqu'il le revit dans cette foire. « Pourquoi n'as-tu pas acheté pour le délivrer » cria-t-elle. Quelque chose en Aubervilliers. Une pensée qu'il avait déjà chassée au moins une centaine de fois auparavant, mais qui revenait toujours l'assaillir comme un reproche brûlant et toujours aussi vivace qu'au premier jour. Une chose minuscule, en apparence insignifiante, et de peu de poids par rapport aux énormes omniscients qui s'alignent tout au long d'une vie d'un homme. Et cependant, de toutes ces pensées, la seule sur laquelle le temps n'eut pas de prise. Les ombres de milliers d'animaux assassinés et maltraités nous ont maudits, et leur sang crie vengeance, pensa Auberisier. Durant un court instant, malheur à nous, autres hommes, si l'âme d'un seul cheval se trouve parmi les accusateurs au jugement dernier. Pourquoi n'ai-je pas acheté à ce moment-là pour le délivrer? Combien de fois ne s'était-il pas adressé les reproches les plus amers à ce sujet, les étouffer à chaque fois avec des arguments que la délivrance de l'ours n'aurait pas eu d'importance que le mouvement d'un grain de sable dans le désert. Mais, se dit-il, passant en revue toute sa vie, avait-il jamais réalisé quelque chose qui fût plus important? Il avait étudié longtemps les rangées par la rouille, et pendant ce temps il avait négligé de venir en aide aux autres êtres pour leur permettre de jouir du soleil. Il avait seulement contribué pour sa part au non-sens universel. Il se fraya péniblement un chemin à travers la foule dense et atteignit la place déserte. Hélas, un fiacre se fit conduire hors de la ville. Un besoin impérieux de se retrouver les journées ensoleillées qu'il avait perdues s'emparait de lui tout à coup. Les roues cahotaient avec une lenteur désespérante sur le pavé, et le soleil était déjà sur le point de se coucher. Dans son impatience d'arriver enfin à la campagne, il devenait de plus en plus nerveux. Lorsqu'il vit enfin le vert gras de terre sur les îlots, que découpait l'infini le quadrillage régulier des canaux, les milliers de têtes de bétail protégées par une couverture de la fraîcheur du soir, les paysannes hollandaises avec leurs bonnets blancs et les seaux pour la traite, il eut l'impression d'une image sur une immense bulle de savon, dans laquelle les ailes des moulins semblaient figurer pour la première croix noire d'une nuit éternelle en marche. En voyant les pâturages séparés de lui par les fleuves, dans lesquels se reflétaient les rayons rouges du soleil couchant, il eut l'impression d'un pays de rêve où il ne mettait plus jamais les pieds. La senteur des eaux et des prés qui montaient vers lui ne fit que le transformer son inquiétude en sentiment de mélancolie et d'abandon. Puis, lorsque l'herbe devint de plus en plus sombre et qu'une brume argentée monta de la terre, il lui sembla que sa tête était comme une prison dans laquelle il s'était assis, regardant par ses yeux comme par des fenêtres, qu'il s'obscurcissait lentement dans le monde de la liberté qui s'en allait pour toujours. Lorsqu'il vit les premières rangées de la maison, la ville était plongée dans une profonde pénombre, et de bourdonnements
Des innombrables clochers aux formes curieuses avec leurs carillons vibraient dans la brume. Il renvoya la voiture et prit la direction de sa demeure, en passant par les rues tout en angle, longeant des canaux sur lesquels flottaient de grosses barques noires, immobiles, submergées par les amas de pommes pourries et d'ordures. Devant les portes étaient assises par un groupe des hommes en pantalons bleus et de blouses rouges, et des femmes qui raccommodaient des filets de pêche. Des enfants jouaient en bande dans la rue. Il passa rapidement devant les portes ouvertes où sentait une odeur de poisson, de sueur et de mystère quotidienne, et arriva à des endroits où les marchands de gaufres s'étaient installés dans des coins de rue. Toute la désolation d'un port hollandais, avec des rues très propres et des canaux très sales, et des habitants silencieux et des façades étroites, avec des boutiques de harengs éclairées par de faibles lueurs d'une lampe à pétrole, s'appesantit sur son âme. Un instant, il eut la nostalgie des villes ensoleillées qu'il avait connues là où il avait vécu. La vie paraissait tout à coup de nouveau enviable. Comme tout ce qui s'est passé paraît plus beau et agréable que le présent, mais le dernier souvenir qu'il en avait rapporté, et surtout l'impression d'une décadence impossible à enrayer et étouffer bien vite cette nostalgie naissante. Pour raccourcir son trajet, il passa sur un pont métallique et traversa une rue élégante et animée, aux devantures somptueuses, pour se trouver de nouveau dans une sombre ruelle. Ici étaient ressuscitées, comme une maladie terrible, les vieilles Nesses d'Amsterdam. Cette rue malfamée de prostituées et de souteneurs, détruite quelques années auparavant. Tous ceux que Londres, Paris et les villes de Belgique et de Russie avaient vomi, ceux qui avaient quitté leur patrie par le premier train venu, se retrouvèrent dans ces établissements distingués. Des portiers en veste bleue, coiffés d'une tricorne, d'une baguette de cuivre à la main, ouvraient silencieusement et refermaient les portes capitonnées. Chaque fois une lumière brûlante tombait sur la rue, et durant une seconde, comme jailli d'une gorge souterraine, un cri perçant de musique nègre, de grondements de cymbales ou de violons tziganes déchirait l'air. Au plus haut, au premier et au deuxième étage de certaines maisons, c'était toute une autre vie. Une vie silencieuse, chuchotante, féline, tapie derrière des rideaux rouges. On tambourinait rapidement sur les vitres, ça et là, des appels étouffés, dans toutes les langues du monde. Mais auquel on ne pouvait se tromper. Un buste de femme en chemise de nuit, la tête invisible dans l'obscurité, puis de nouveau des fenêtres noires ouvertes, mornes et taciturnes, comme si la mort habitait dans ces chambres. La maison du coin au bout de la ruelle semblait avoir un caractère relativement innocent. À la fois café-concert et restaurant, d'après les affiches collées au mur, Auberizier entra. Une salle bondée aux tables rondes, recouvertes d'une nappe jaune, autour duquel se mangeait et on buvait. Au fond, une estrade, avec un demi-cercle de chanteuses et d'acteurs comiques qui attendaient leur tour, assis sur des chaises. Un vieil homme, à la panse rebondie, aux gros yeux saillis, à la barbe blanche, les jambes incroyablement minces, grainées d'un tricot vert, et habillé en incroyable, était assis à côté d'une chanteuse française, et s'entretenait avec elle à voix basse de choses qui paraissaient importantes. Pendant ce temps, le public écoutait, sans comprendre le discours d'un Allemand, d'un acteur déguisé en juif polonais. Il portait un cafetan et des bottes, et tenait à sa main une petite seringue. D'après chaque couplet d'une danse grotesque, il chantait d'une voix nassillarde. « Je reçois 3 à 4, j'habite au 2e étage, c'est le docteur Frenstock, spécialiste du ruban fameux. » Auberizier chercha des yeux une place libre. Partout la foule, visiblement des gens de la bourgeoisie, était compacte. Au milieu de la salle seulement se trouvaient, chose surprenante, quelques chaises non occupées.
3 femmes opulentes et une vieille au regard sévère et au nez et au bec d'aigle étaient assises, tricotant des bas, autour d'une cafetière recouverte d'un capuchon de laine multicolore. Comme un îlot de paix familial. Un signe aimable des 4 dames qui lui permit de prendre sa place. Il avait cru tout d'abord que c'était une mère avec ses fils veuves, mais il se rendit compte qu'elle ne pouvait être parente. Les 3 jeunes étaient blondes, grasses, âgées d'environ 45 ans, de type hollandais, tandis que la matrone aux cheveux blancs était originaire du sud. Le patron apporta un beefsteak et sourit. Autour de lui, les gens ricanaient en lançant des regards furtifs et en échangeant des remarques à mi-voix. Que voulait dire tout cela? Oberizé n'y comprenait rien. Il observait sans avoir l'air les 4 femmes. Non, impossible, elles incarnaient le genre de petits bourgeois. Déjà, leur âge avait une garantie de respectabilité. Sur l'estrade, venait de monter un acteur à la barbe rousse, coiffé d'un chapeau haute forme, orné d'un drapeau américain. Vêtu de pantalons et de collants d'un blanc bleuâtre, d'une veste à carreaux et d'un jaune verdâtre à laquelle était accroché un réveil, et dans sa poche un petit canard étranglé, et il cassait la tête de son collègue. La vieille grenouille, au son strident du Yankee Doldol, tandis qu'un couple de chiffonniers de Rotterdam chantait. Avec un accompagnement de piano, la vieille chanson mélancolique Zendast disparut. Zij factor in John Bang. Als die twee geraven ben, dan zal je zingen onder bieden. Dat ging de polder niet meer ken. De alle ken wordt afgebroken. De oude giergen nu der zin. De medien moeten winzakir. De burgemeester erin. Émus comme s'il s'agissait d'une cantine protestant, les 3 Hollandaises, grasses aux yeux pleines de larmes, reprenaient en chœur avec toute l'aisance. Zengardensnen, maken, wordkem hadru. Leusien stilen kippen, die zien allen de rad verhut. Bis Nelson ken Johnny mer dansen, die schalen zien geen meer zien meer. Ommoken der bakken au jeu, die worden nu zijn onder. Vif et coloré comme les arabesques d'un kaléidoscope, les numéros se succédaient sans arrêt, sans un ordre aucun, les gifs anglaises d'une innocence effrayante, des apaches au foulard rouge, des danseuses syriaques et des imitateurs de cloches. Ce pot-pourri d'absurdité avait pour effet de reposer les nerfs, le temps passait sans que Oberisier s'en rende compte. Pour l'apothéose finale, toute la troupe des artistes déployait un pavillon de toutes les nations du monde, probablement un symbole de paix, et un nègre se mit à chanter. Oh, Susiana, oh, don't cry for me. I'm going to Louisiana, my true love to see, for to see. Il ne pouvait revenir de son étonnement de ce que la nombreuse assistante ait pu ainsi disparaître sans qu'il s'en aperçût. La salle était presque vide. Ses voisines de table étaient également éclipsées silencieusement. Mais elles avaient laissé son verre un tendre souvenir d'une carte de visite rose sur laquelle les 2 colonnes de becquetaient avec ces mots. Madame Gitel Le Champ, ouvert toute la nuit, à Waterloo Plain, numéro 21, 15 dames, dans son hôtel particulier. Ça alors, monsieur désire-t-il un billet d'entrée prolongé demanda à la voix basse le garçon, remplaçant presque la nappée jaune par un tapis blanc. Puis posa au milieu de la table un bouquet de tulipes et se mit à couvert d'argent. Un gigantesque ventilateur se mit à bourdonner.
aspirant l'air plébéien. Des valets en livrée vaporisaient des parfums, d'un tapis de velours se déroula comme une langue jusqu'à l'estrade. Des fauteuils de cuir gris furent installés dans la salle. On entendit des autos de voitures passer devant la porte. Des dames en toilette recherchaient et des messieurs en habits entrèrent. Probablement la même élégante société internationale que Auberisier avait vu se presser au cercle. En quelques instants, la salle était bondée, et il ne restait plus qu'une place vide. Léger cliquetis de chaises et de l'orguenon, rire étouffé, frou-frou de robes de soie, parfum de gants féminins, étincelante rivière de perles, sifflement des bouchons de champagne, aboiement furieux d'un petit chien de salon, épaules de femme discrètement poudées, odeur pénétrante de cigares caucasiens. Le tableau que représentait la salle quelques minutes auparavant n'était plus reconnaissable. Il y avait de nouveau 4 dames à la table d'Auberisier, une dame âgée avec un face-à-main à monture d'or, et 3 dames plus jeunes, toutes les plus belles les unes que les autres. C'étaient des Russes, aux mains fines et nerveuses, aux cheveux blonds et aux yeux foncés, qui sciaient jamais, n'évitaient jamais les regards des messieurs et ne semblaient pourtant pas les remarquer. Un jeune Anglais, dont l'habit révélait de loin le meilleur tailleur, passa près de la table, échangea quelques mots avec elle. Un visage fin, élégant, hélas. La manche gauche, vide jusqu'à l'épaule, pendait mollement et faisait apparaître plus mince alors sa taille élancée. Le monologue enfoncé dans l'orbite. Tous ces gens, de petits bourgeois, de toute nation, et instinctivement comme le hoquet des chiens de race, des créatures qui demeurent une énigme pour la masse, et sont pour elle l'objet de la répulsion et de l'envie. Des êtres qui peuvent patauger dans le sang sans scier, et qui s'évanouissent si une fourchette grince dans leur assiette, qui saisissent un pistolet pour un regard lancé de travers, et qui sourient tranquillement quand on les surprend à tricher au jeu, qui croient au bon Dieu comme quelque chose de tout naturel, mais s'en éloignent parce qu'ils ne trouvent pas d'intéressant. Des créatures qui n'ont plus d'âme, et de ce fait suscitent la réputation de la foule, plutôt que de ramper, et se sentent avec un flair spécial de prolétaire chez un homme, le plaçant au plus bas que la bête, chose remarquable, se jetant à ses pieds s'il est par hasard assis sur le trône, des puissants, qui peuvent être plus désarmés qu'un enfant dès que la destinée fronce le sourcil. Instrument du diable et son jouet en même temps. Un orchestre invisible avait attaqué la marche nuptiale de Logenbrand. Une cloche tinta, le silence se fit dans la salle. Au-dessus de la scène, on pouvait lire, dessiné par de petites ampoules d'inscriptions lumineuses, la force de l'imagination. En français dans le texte. Un français smoking, aux allures de coiffeur, gants blancs, cheveux rares, barbe pointue, joues pendantes, une petite rosette rouge à la boutonnière et de grands cernes sous les yeux, sortit de derrière le rideau, salua et s'assit sans mot dire sur une chaise de l'estrade. Auberisier supposa qu'on allait entendre quelques discours à double sens, comme il était habituellement dans ses boîtes de nuit. Il était détourné les regards, des mauvaises humeurs, lorsque... Était-ce une distraction, ou pour amorcer quelques plaisanteries de mauvais goût? Le Français commença à fourrager dans son costume. Une minute s'écoula, toujours dans le silence absolu, dans la salle que sur la scène. Puis 2 violons de l'orchestre, et on entendit, venant de très loin, comme le son nostalgique du corps du fond des bois. Dieu te garde, ça aurait pu être trop beau. Dieu te garde, il ne l'aurait pas voulu. Stupéfait, Auberisier prit ses jumelles et braqua sur le scène. Saisi d'horreur, il faillit les laisser s'échapper. Que se passa-t-il là? Avait-il subitement perdu la raison? Une sueur froide lui perla le front. Pas de doute, il avait vraiment perdu la raison. Impossible que le spectacle qu'il voyait là plus réellement se déroulait sur la scène, devant des centaines de spectateurs, des messieurs et des dames qui appartenaient, il y avait encore quelques mois, au milieu des plus distingués. Peut-être qu'une taverne du port, dans Nieuwajik, ou bien dans un amphithéâtre à titre de curiosité médicale,
mais ici. Ou bien il était en train de rêver. Peut-être s'était-il produit un miracle qui avait repoussé d'un seul coup l'aiguille du temps à l'époque de Louis XV. L'acteur prenait les deux mains sur ses yeux, comme un homme qui tâche de se représenter quelque chose au vivement que possible, en faisant jouer toute sa puissance et son imagination. Au bout de quelques minutes, se leva, salua d'une inclinaison rapide et s'éclipsa. Obérizat jeta un regard rapide vers les dames assises à la table, vers les spectateurs voisins. Nul ne sourcillait seulement. Seule une princesse russe se permit l'inconvenance d'applaudir. Comme si rien ne s'était passé. Les bavardages continuaient à la manière les plus naturelles du monde. Auberizier, tout à coup, eut l'impression d'avoir autour de lui que des fantômes. Il passa le doigt sur la nappe, respira le parfum musqué dont les fleurs étaient imprégnées, mais l'impression d'irréel se fit croître. Pour atteindre au comble de la terreur, de nouveaux sons stridents de la cloche se fit entendre, et l'obscurité se fit dans la salle. Auberizier profita de l'occasion pour sortir. Une fois dans la rue, il eut presque honte de son mouvement d'humeur. Que s'était-il passé, au fond, de si terrible, se demanda-t-il. Rien qui ne se fût répété indéfiniment au cours des âges dans l'histoire de l'humanité, et de manière bien pire encore. Un masque avait été jeté bas, un masque qui n'avait été jamais caché qu'une tartufferie consciente ou inconsciente. Un dauphin de tempérament, se donnant un air de vertu, ou les excès ascétiques engendrés par le cerveau de moine. Une image morbide, si colossale qu'elle finissait par atteindre aux dimensions d'un temple qui s'élève jusqu'au ciel, avait pendant quelques siècles revêtu les apparences de la culture, et maintenant elle s'effondrait, mettant à nu dans ce bourbier. Un abcès qui crève est-il donc plus affreux à voir? N'est-il pas beaucoup moins redoutable qu'il continuait à évoluer? Seuls les enfants et fous qui ne savent pas que les riches teintes l'automne sont les couleurs d'une décomposition, se lamentent lorsque, au milieu du printemps attendu, arrive le mortel mois de novembre. Oberizé avait beau s'efforcer de retrouver son équilibre en substituant la froide raison du jugement prématuré au sentiment, la terreur ne cédait point au raisonnement, mais persistait obstinément, tout comme la pierre qui ne se laisse pas déranger par les paroles, du fait que la vie interne est pesanteur. Peu à peu, insensiblement, comme si une voix lui chuchotait à l'oreille, syllabe par syllabe, des phrases hésitantes, il finit par se rendre compte, à la manière la plus nette, que la terreur n'était autre que le retour de la même peur confuse, oppressante, de quelque chose qu'il ne pouvait définir, cette même peur qu'il connaissait depuis longtemps. Une assurance subite de l'enlacissement incessant de l'humanité dans la corruption. Ce qui était de nature à vous couper le souffle dans cette affaire, c'était une exhibition qui hier aurait été considérée comme le summum de l'impossible, put être jugée de toute nature par un public aujourd'hui. Le fait de prendre le mort aux dents et de fuir comme un cheval à chapet devant un revenant qui se dresse au bord du chemin, pour foncer la tête abaissée dans une ténèbre spirituelle, succédant à l'allure d'une patience du temps jadis. Oberizé sentit qu'il était redescendu d'un pas dans ce royaume sinistre, où les choses de ce monde résolvent d'autant plus rapidement en apparence dénuées de substance, d'irréalité fantomatique qu'elles sont plus lourdes. Il prit l'une des ruelles latéralement et qui bordait à droite et à gauche. Le café-concert lui tomba tout de suite sur une galerie de verre qui lui parut étrangement familière. En tournant à l'angle de la rue, il se trouva devant la boutique de Schindler le Verre, qui était fermée par un rideau métallique. L'établissement, qui venait de quitter, n'était que la partie postérieure de cette curieuse bâtisse de la Johannesburg aux allures de tour avec son toit en terrasse, et qui avait déjà attiré son attention dans l'après-midi. Il leva les yeux vers les deux fenêtres à mi-vitre ternies, et là encore, il retrouvait la même impression d'irréel. L'ensemble du bâtiment se dressait dans l'obscurité comme un gigantesque crâne humain reposant sur le pavé par les dents de la mâchoire supérieure. Tandis qu'il remontrait chez lui, il compara involontairement le pêle-mêle fantastique de ce crâne de pierre aux pensées variées qui traversait le cerveau de l'homme,
et l'idée que les secrets pouvaient somnoler dans les ténèbres derrière ce fond de pierre. Se condensa dans la poitrine un pressentiment oppressant d'événements dangereux guettant sur le seuil de sa destinée. Une vision du visage du bronze vert au salon de farce et attrape n'aurait-elle été véritablement qu'un rêve? Réfléchit-il. La silhouette du vieux juif immobile devant un lutrin prit tout à coup son souvenir des apparences d'un mirage. Et, beaucoup plus que le visage de bronze, lui sembla sortir d'un rêve. Avait-il effectivement vu l'homme au bout devant lui? Plus il cherchait à se représenter l'image dans le présent, plus il en doutait. Tout d'un coup, il se rappela très nettement avoir aperçu le tiroir du pupitre à travers le cafetan. Une subite défiance à l'égard de ses propres sens et de sa maternité en apparence si bien établie du monde extérieur jaillit tout à coup de son âme comme un éclair. Il se souvient en même temps de ce qu'il avait appris à la classe comme étant la clé des mystères de ce phénomène inexplicable de ce genre. Que la lumière de certaines étoiles de la Voie lactée à des distances inouïes met 60 000 ans pour parvenir sur la Terre, et si, au moyen d'un télescope, on arrivait à observer ces mondes, on verrait des événements écoulés depuis 60 000 ans, déjà engloutis dans le royaume du passé. L'infini de l'espace devrait donc conserver éternellement dans la lumière l'image de tous les événements. Et cette idée lui parut d'une fécondité bouleversante. Il y a donc conclu une possibilité de faire revivre le passé, bien que la chose dépasse la possibilité humaine. Comme si l'apparition du vieux juif avait quelque rapport avec cette loi du retour fantastique. Elle se révélait tout à coup d'une netteté effrayante. Il sentait que le fantôme marchait à ses côtés, invisible aux yeux extérieurs, et cependant 10 fois plus présent que cette étoile dans la Voie lactée que les hommes voient nuit après nuit, et qui, néanmoins, peut être étreinte depuis 70 000 ans. Il arrêta devant sa maison, une petite maison du Moyen-Âge de 2 étages, à la façade étroite, précédait un petit jardin et ouvrit la lourde porte de chêne. Il eut si nettement la sensation que quelqu'un se trouvait à côté de lui qu'il se retrouva avant d'entrer. Il grimpa l'escalier, large tout juste pour une personne, comme dans presque toutes les maisons hollandaises qui raident d'une échelle de pompier, et entra dans la chambre à coucher. Une pièce étroite et longue, au parfum cloisonné, une table à 4 chaises au milieu, tout le reste, placard, commode, lavabo, jusqu'au lit, caché derrière les parois tendues de la soie jaune. Il prit un bain et se coucha. Comme il éteint la lampe, son regard tomba sur la table et il vit un carton en forme cubique. « Ah, l'oracle de Delphes en papier mâché que l'on m'a envoyé au salon de farce et attrape, pensa-t-il. Quelques instants plus tard, il était brusquement tiré de son assoupissement et croyait voir entendu un bruit extraordinaire, comme si une main frappait sur le plancher avec des petites baguettes. Il devait avoir quelqu'un dans sa chambre. Pourtant, il avait bien fermé la porte d'entrée, il en était sûr. Il tâta prudemment le mur pour trouver le commutateur. Lorsque quelque chose le frappa légèrement au bras, comme une petite planche, au même instant, il entendit un bruit dans le mur et un objet léger roula sur son visage. Une minute plus tard, il était ébloui par la lumière des ampoules électriques. De nouveau, le bruit de baguettes se fit entendre. Il provenait de l'intérieur de la boîte de verre posée sur la table. Le mécanisme se sera déclenché dans une stupide tête de mort, c'est tout, grogna Auberizier. Puis, il prit l'objet qui lui avait roulé sur le visage et qui se trouvait sur la poitrine. C'était un rouleau de feuilles de papier couvertes de caractères fins et pâlis, autant qu'il pouvait se rendre compte avec les yeux demi-émerveillés. Il le jeta à terre, éteignit et se rendormit. Le rouleau doit être tombé quelque part, ou bien j'ai dû toucher au rayon sur lequel il était posé, se dit-il, semblant ses dernières pensées, puis elles se groupèrent de plus en plus en tableaux fantastiques. Et enfin, un Zoulou se tint devant lui, en bonnet sur la tête, les pieds ornés d'orteils de grenouille. Il tenait à la main une carte de visite du comte Chichonski et la maison en forme de crâne de Jodbergen. Et se dressa grimaçante devant lui, ferma tantôt l'œil droit, tantôt l'œil gauche,
Les hurlements peureux et lointains d'une sirène du port furent le dernier vestige au monde sensible qui l'accompagnèrent quelques secondes encore dans les abîmes du sommeil.